4 mai, il est minuit passé de pas mal de minutes déjà. Je me rabats en fait sur la thématique du voyage immobile. En fait, j'inclus des choses qui pourraient être faire partie d'autres thématiques. En fait, c'est des fois le titre n'est qu'un prétexte ou une sorte de couvercle, voilà, qui vient un peu, comment dire, j'ai pas trouvé le verbe, donc simplement voyons ce que la marée du temps a apporté, voyons ce que la marée des mots a apporté. Avant de commencer, j'avais pensé à une chose qui va être centrale dans mon propos, c'est nous n'allons pas pouvoir. Donc déjà sur sur un registre de négativité et un peu de désespérance, on pourrait dire nous créons les conditions de nos désespoirs présents, passés et à venir. Et on pourrait toujours, voilà comment on est. Il y a beaucoup de moments où on est simplement spectateur. Comme on pourrait dire intellectuel et puis intellectuel engagé, là on pourrait dire qu'il y a le spectateur et puis il y a le spectateur engagé. Donc on n'est même pas un spectateur engagé. On regarde les choses se passer comme si ça ne nous concernait pas. Pourtant, évidemment que ça nous concerne. Et ça nous concerne de façon frontale. Et pourtant, quelqu'un pose une question qui nous demande de donner notre avis sur quelque chose qu'il nous propose, qui pourrait être intéressante pour nous dans l'avenir et même dans le présent. Pourtant, on dit ni non ni rien, on reste sans voix, on répond pas. C'est le silence, c'est le mutisme. Alors, le voyage immobile, est-ce un voyage silencieux, mutique, ou est-ce un voyage quand même peut-être dans lequel il y a du bruit, il y a de la vie, il y a de la dynamique, il y a, voilà, il y a des chocs et contre-chocs, voilà. Et c'est toujours le problème. Alors, nous n'irons pas au paradis, par exemple, donc j'utilise cette chose déjà présente ailleurs, pour me calibrer dessus, et puis voilà. Donc, je pense évidemment à quelqu'un en particulier, à mon père. Nous n'irons pas ensemble fouler je ne sais quoi. Je vais pas rester sur mon père, je vais être beaucoup plus général, c'est trop difficile pour moi, c'est un peu sensible la question du père pour moi et j'imagine pour d'autres, vous aussi si vous êtes en train de m'écouter. C'est un terrain un peu miné, voilà, en tout cas. Donc dans ce voyage immobile, on ne sait pas ce que l'on va rencontrer. On se déplace un peu les yeux fermés, les yeux plutôt les yeux bandés, et même les mains enserrées par quelque chose. Donc notre capacité de prendre conscience de notre environnement est réduite. C'est comme ça le voyage immobile à travers les mots, à travers justement l'immobilité. On est immobile, donc justement on ne voyage pas, on se déplace pas. Alors on essaie
malgré tout, d'inventer un circuit, d'inventer un chemin, d'inventer un déplacement, d'inventer une destination, d'inventer peut-être des compagnons de déplacement, d'inventer peut-être même, qui sait, un convoi, une caravane, voilà. Et puis, des paysages. Alors, les paysages mémoriaux, voilà, ça compte, évidemment. Il y a même des stations mémorielles. Il y a même des lieux, alors on pourrait dire, une sorte de caravansérail, une sorte d'hôtels, voilà, des hôtels qu'on trouve sur les routes, disséminés ici ou là, voilà, les lieux d'aisance pour les éternels voyageurs. Donc, on s'arrête à un moment donné, on s'arrête peut-être parce qu'on est arrivé dans quelque chose d'important, un monument qu'on ne peut pas ne pas visiter, ne pas presque aller, auquel on doit rendre une sorte de culte. Si, voilà, on est là, on adore certaines choses. Bien sûr, on les adore parce que c'est des symboles importants. Bien sûr, ils ont perdu leur caractère, j'allais dire, sacré, bien sûr, et on n'y ressent plus la présence de Dieu ou de ses acolytes. Et pourtant, ça continue de nous attirer. Et on va sur la pointe des pieds et on va se recueillir un peu. On va quand même essayer de nous relier aux anciens et aux anciennes. Voilà, c'est comme ça. Donc les déplacements mémoriaux, alors le déplacement, voilà, on n'a pas le choix de l'arrêt, on n'a pas le choix de la destination, comment dire, de la station ou de l'arrêt. On s'arrête, et là il y a un spectacle qui nous dérange, qui nous perturbe. Voilà, mais je suis obligé de regarder. Tout à l'heure, je parlais de Dieu bandé, là, je suis obligé d'y renoncer, mais voilà, on est obligé de regarder, de vraiment assister au spectacle de notre, peut-être, désœuvrement, de notre errance. Voici un lieu qui symbolise l'errance, ou le début, l'entrée dans l'âge de l'errance. On pourrait dire l'âge de la maturité, non, c'est l'âge de raison, non, c'est plutôt l'âge de la désespérance ou du voyage erratique. Voilà, c'est comme ça. L'erratisme comme mode de vie, c'est drôle de chose. On est toujours assez non pas seulement débutatif, mais on se pose des questions sur nos compagnons de voyage. C'est vrai, on se demande ce à quoi ils peuvent penser, la raison de leur présence à nos côtés. On se demande si on partage avec eux les mêmes sensations, les mêmes sentiments. Peut-être est-ce qu'on regarde le paysage de la même façon. Nous voyageons, mais nous voyageons avec des gens qui sont autres, voilà, avec souvent des étrangers, des gens avec lesquels il vaut mieux garder une certaine distance. Il y en a qui voyagent parce que ça leur fait une sorte de comment dire, d'occupation. Ils sont
il supporte pas de rester en place, il faut qu'il bouge. Il y en a, c'est parce qu'ils sont oisifs, parce qu'ils sont... On pourrait dire, il y en a qui essaient de tromper leur ennui quelque part, en changeant de décor, en changeant de compagnon, de voyage, en changeant de cabine, en changeant d'environnement, en changeant de moment, en changeant de saison, en changeant, je sais pas, d'hémisphère même. Pourquoi pas? C'est ça la particularité du voyage immobile, c'est que il est une contradiction dans les termes, mais en même temps, c'est une réalité on ne peut plus concrète, on ne peut plus physique. Je peux en témoigner. C'est vrai, comme faudrait avoir les idées un peu, faut avoir le sens de l'anticipation. Imaginons, voilà, j'ai entre les mains un vase grec à figure rouge, voilà, ou à figure noire, au choix. Ben, je l'ai donc, je sais j'en ai hérité peut-être, donc il m'a pas coûté directement, mais j'en ai hérité. Au bout d'un moment, il commence à me peser, voilà, je sais pas où le mettre, et puis chaque fois, il menace de se renverser et donc de se briser. Bah, je décide de le briser, d'en disperser les morceaux, je sais pas. Aujourd'hui, on brise des choses pour finalement, pour essayer de mettre en place une forme de mosaïque. Voilà. Donc, pourquoi on irait détruire une chose qui avait sa place? Mais on pourrait considérer que c'est pas, je sais pas, parce que l'on a envie, par simple, par désœuvrement justement, je sais pas. Je commence. Mais là, il y a une chose dont je vais priver les gens à venir, les gens du 19e, 20e siècle, peut-être même les gens de la Renaissance. Certaines façons, un vase grec, par exemple, ou autre chose. Pourquoi la Grèce? Bon, c'est comme ça pour l'instant. Ben, s'il est entier, s'il est dans un état assez, comment dire, s'il a été conservé, une conservation extraordinaire, presque parfaite, ben c'est quelque chose qui va nous faire plaisir. On peut toujours essayer de combler les vides, mais c'est pas comme on voudrait avoir un vase entier, comme ça nous relie directement à l'âge classique de la Grèce, etc., tel qu'on l'imagine, tel qu'on la transporte avec nous, une sorte de mythe éternellement renaissant, éternellement inspirant, éternellement, etc. La Grèce. Cette Grèce qui n'a peut-être jamais existé comme on a tendance à la penser ou à l'imaginer, mais c'est comme ça. Et alors donc le vase, moi je pense, il faut que j'ai une pensée par-delà les siècles, dire je vais essayer comme une sorte de cassette temporelle, une sorte de legs à la postérité, mais alors lointaine. Donc je fais simplement tout cela pour dire que finalement, ce qu'on pourrait faire de bien, de bien, c'est quoi quelque chose de bien? C'est quelque chose que on pourrait considérer, au moment où on l'a fait, on pourrait le considérer comme achevé. C'est-à-dire on n'a pas manifesté de la réticence, on n'a pas eu peur, on n'a pas
On n'a pas fait montre de lâcheté ou de réserve ou toutes sortes de choses qui nous empêchent d'agir et d'acter et de faire. Alors, et d'acter, enfin de produire de l'action, c'est ça, l'acte de faire, l'acte même de défaire, et peu importe. Donc, quand je fais le voyage dans le temps, dans mon temps subjectif, moi, ben je pourrais avoir plaisir à retrouver une chose intacte. C'est un rêve intact, voilà, j'ai trouvé le lien. J'ai laissé en place quelque chose d'intact, une fraîcheur intacte, une innocence intacte. J'ai veillé à conserver une illusion intacte sur une chose, sur un élément, un domaine. Je veux conserver mon innocence, une innocence, comme cette personne que je ne cesse de convoquer par rapport à ça. Quand il faisait une découverte, il disait « j'ai perdu une virginité ». De certaine façon, c'était assez drôle, parce que c'était un homme, donc la virginité, même sur un plan métaphorique, c'était un peu... ça se comprenait pas. Mais peut-être que moi je la comprends plus, parce que ça remonte à loin, mais en tout cas, c'était une de ses expressions favorites. Alors, voilà donc la cassette temporelle, mais dans un sens pas physique du tout, pas matériel du tout. Donc le voyage, comme en fait on fait des allers-retours sans arrêt. Donc, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Donc les vestiges, les choses qu'on a laissées derrière soi, ce sont des choses dont on ne peut pas se servir. Là, c'est une frustration. Là, c'est une lâcheté. Là, c'est un renoncement. Là, c'est un silence. Là, c'est une absence. Là, c'est une neutralité malvenue. Là, c'est une inconséquence. Là, c'est une incohérence. Là, c'est une impertinence. Là, c'est une... etc. Donc, voilà le voyage immobile. Il y a eu un temps, on pouvait penser comme ça, on pouvait le faire. Imaginez que le monde, que ce qu'il y a dans nos têtes, est finalement, est peut-être plus, peut-être au niveau, je sais pas, la quantité d'informations par rapport au volume. On pourrait dire, oui, par rapport au volume, c'est plus densément peuplé ou occupé que l'espace interstellaire, par exemple. On pourrait dire, voilà, c'est... Puis depuis, on a découvert des tas de choses, l'énergie noire, enfin pas l'énergie noire, on a découvert, l'énergie est une chose, mais on a découvert comment dire, la matière noire. Donc peut-être que le vide spatial n'est pas si vide que ça, comme on le pensait un peu à une certaine époque. Donc on est là, on est en train de changer d'optique et de changer de regard, et donc de changer de philosophie, changer de paradigme, etc. Voilà, c'est ça le truc. Donc le voyage immobile, c'est vrai, on peut imaginer, voilà, ma tête. Et c'est vrai que la tête d'une personne est quelque chose d'assez, c'est, comment dire, il y a de quoi être assez, non pas admiratif, c'est pas du tout ça, mais c'est ce qui permet de voir le monde et de percevoir le monde dans une sorte un monde, là j'ai envie d'utiliser un terme que je voulais utiliser ailleurs, un monde multiforme, protéiforme,
un monde complexe, un monde immense, un monde... Sa tête est capable de finalement de le compresser, de le réduire à ses dimensions, de ramener le monde aux dimensions de notre mental. Ah, quelle performance, quel miracle, d'une certaine façon. Alors, on est là, et puis, et en plus, on se rend compte, il y a les mots, on peut être la même personne et se rend compte qu'on est capable de varier, parce que la variation, j'allais dire le changement, est une donnée forte, une donnée essentielle de l'esprit humain. Quand dans une prise de parole, on met en avant une certaine quantité de mots, le développement d'après, ce sont d'autres mots qui vont être plutôt constituer l'élément dominant donc de la prise de parole. Et à un moment, toujours dans ce voyage immobile, et comme dans la prise de parole, il y a un moment où on perd le lien, une sorte de détachement, une sorte de déconnexion, et il faut revenir dans le voyage. Là encore, le détachement, parce que le voyage est un peu quand même est exigeant. C'est un voyage hyperactif. C'est pas un voyage de tout repos, on n'est pas dans la classe affaires, on est vraiment dans quelque chose qui nous cesse de rebondir, qui nous cesse de nous malmener. Voilà, c'est un voyage un peu inconfortable, si ce n'est plus. Ah, il faut y aller. Il faut taper partout, on va. Avez-vous quelque chose pour moi? On passe à la demeure d'à côté, et puis on continue à chercher. Alors, pour continuer de voyager, il faut à chaque fois faire appeler des voyages immobiles, il faut ramener des choses, donc le nécessaire, le carburant pour pouvoir continuer de faire tourner ces rouages mentaux. Donc il y a un moment où on est là, mais en même temps on est passé de l'autre côté. C'est ça qui est bizarre. C'est vrai, ce qui manque, c'est la présence de l'autre. Et quand l'autre n'est pas là, et comment on pourrait dire, quand Dieu, on ressent, à certains moments on ressent et on souffre de l'absence de Dieu. C'est vrai que on pourrait dire Dieu, on peut s'en passer et largement. Ça me fait sourire et ça me fait pas du tout réellement sourire, parce que cette histoire de Dieu, donc le voyage immobile
vers Dieu. Tout simplement, je pourrais nommer ça. Bien sûr, Dieu, c'est le Dieu qui me correspondra, pas un Dieu que tout le monde peut avoir comme ça à disposition. Moi, s'il me fallait un Dieu, c'est un Dieu qui sera en fonction, que je ferai naître selon mes critères à moi. Il ne s'agit pas de partager, il ne s'agit pas d'aller dans le sens des autres. En tout cas, c'est au moins, ça fait pas, la question de Dieu n'est pas réglée. En tout cas, j'essaie de la faire revenir, parce que je sais qu'elle est importante pour certains, et moi je leur envie ce rapport tranquille avec leur Dieu. Pourquoi ils ne se posent pas de questions? Apparemment, ils se contentent de ce que leur Dieu leur procure. Jamais ils ne sont dans une sorte de début de contestation. Ils pourraient reprocher les choses à Dieu. Mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'une certaine façon, ils pourraient reprendre cette adresse, ce reproche, évidemment. Bon, là, on est dans la relation d'un fils qui s'adresserait à son Dieu, puisque là, toujours sous réserve de, sous réserve de, comment on pourrait appeler ça, il faut y croire, hein. Ça demande une certaine crédulité, donc mais en tout cas, on peut, voilà, le thème est un thème très porteur. D'ailleurs, la preuve, c'est que je m'en sers parce que j'ai un passage à vide où je remplis avec Dieu. Je suis désolé, Dieu, de te faire, venir comme ça pour une chose aussi peu importante que de remplir ce moment avec quelques octets, voilà. Mégaoctets, d'accord, mais ça reste des octets, et on sait que les octets, il n'y a pas plus insignifiant, même si. Donc, quelqu'un qui, je sais pas, je suis mort, mais alors, mort, immobile, mais alors, qu'est-ce que je ne vais pas voyager? Je vais voyager, mais sûrement. Je vais plus voyager qu'à l'époque de mon vivant, de ma vivance. Voilà, je vais voyager. Je vais pouvoir, finalement, envoyer des versions de moi, des copies de moi, un peu partout, en toutes les directions. Je vais me retrouver des milliers de kilomètres, je vais me retrouver dans l'air, je vais me retrouver sous terre, emporté par l'eau. Une partie de moi va se retrouver à voyager dans le corps d'un arbre. Si commencer le mouvement de l'ascension, peu à peu, les années passant, je monte jusqu'au moment où j'arrive au sommet. Alors là, évidemment, je côtoie l'immense, je côtoie, je trouve pas comment le dire, je peux pas dire je côtoie le ciel. En tout cas, je suis dans une position qui me permet peut-être d'avoir l'illusion de m'être rapproché peut-être c'est-à-dire des lieux de la, comment dire, cette opposition entre terre et ciel, dans laquelle le ciel se retrouve un peu le lieu de l'ascendance, de la transcendance, d'une certaine façon. La terre, le sol,
c'est la matière, c'est un peu la contrainte, le besoin d'avoir un corps, le besoin de se nourrir, échapper vers le ciel, échapper vers une autre forme d'existence plus libre, peut-être plus voyageuse, plus à même de pouvoir partir en exploration. Voilà. Donc je vais peut-être, une partie de moi en tout cas, mais c'est quand même à moi me retrouver à voyager entre les étoiles, accroché à la queue d'une comète ou des choses comme ça. Alors il y a des choses qui me déplaisent, donc constatons à quel point certains sont accrochés à des références pour le moins inintéressantes. C'est quoi se déterminer? C'est quoi affirmer une appartenance, affirmer une identité, affirmer un genre? C'est quoi s'inscrire dans un territoire? C'est quoi appartenir? C'est quoi se réclamer, se revendiquer? C'est quoi arborer un tissu? C'est quoi être fier de ce qu'on n'a pas fait mais que d'autres ont fait? C'est quoi s'inscrire dans une tradition, dans une filiation, etc., etc. Pourquoi libérons-nous, et justement, soyons les plus libres possible. Moi, je m'inscris dans l'instant. Je suis le fils ou la fille, peu importe, ou je suis les deux fils et filles de l'instant. Nulle part. Je n'ai besoin de m'appuyer sur un dogme, une idéologie, un corpus quelconque, une philosophie, un système de pensée, de principes. Je n'ai pas besoin d'avoir des principes. Je n'ai pas besoin d'affirmer des convictions. Je n'ai besoin de rien car ce n'est pas un besoin essentiel. Et ces paroles, évidemment, par ces glissements un peu successifs, on essaie d'attraper, de rencontrer, d'aller à la rencontre de l'attention de l'autre. Peut-être il y a là un petit quelque chose offerte, je sais pas, un appât, on sait, à l'adresse de quelqu'un, voilà, si une personne veut bien jouer le jeu et se saisir de l'appât, tout en sachant que cet appât est bien ce qu'il est, un appât et rien d'autre, c'est une promesse, mais qui peut cacher peut-être un danger, un risque mortel. Mais quel risque y a-t-il? Là, c'était juste un peu pour créer une sorte d'image, mais il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque à dire les mots, puisque les mots naissent et meurent dans l'instant. Les mots sont immédiatement remplacés par d'autres, ou remplacés par rien, mais les mots voilà, c'est comme la bille qu'on n'utilise qu'une fois, voilà, usage unique. Donc le mot a un usage unique.
Donc c'est ça, prendre un peu de recul par rapport à une affirmation, l'affirmation de l'autre. Toi, tu fais un voyage, vraiment tout ce qui est de plus rassurant, plus sûr, t'as tout préparé, tu veux pas de surprise, mais moi, je veux un voyage surprenant. Ça me rappelle ce film, Voyage surprise, qui m'avait beaucoup intrigué. Voilà, c'était une petite chose comme ça que j'ai rencontrée. Voyage surprise. J'aimerais quelque chose, un voyage surprise, mais alors à tous les sens du terme, mauvaise et bonne surprise. Donc je prends tout. Je prends le convenant comme l'inconvenant, je prends le rassurant comme l'irrassurant, aucun problème. Je peux pas imposer. Voilà, je veux que ce qui pourrait me faire du bien. Non, le pas bien, je n'ai rien contre le pas bien. Ni le bien, ni le pas bien, ni le moins bien. C'est vrai, il y a quelqu'un qui passe devant moi et qui est en train de faire commencer son voyage. Pour faire ce voyage-là, il faut se débarrasser de son corps, commencer par perdre son intégrité. Il faut que cela se déstructure, commence à se déliter. Après le dilitement, donc on ne peut pas voyager. Comme pour voyager, il faut s'alléger, il vaut mieux s'alléger. Donc pour ce type de voyage, il vaut mieux être le plus léger possible. Alors j'abandonne, je sais pas, je pourrais dire 99,15% ou plus, ou 20%. Voilà, je me divise. Je me divise en plusieurs entités. Donc, ces entités auront chacune la capacité de voyager. Ce voyage ne peut être entrepris que sous une forme assez un format réduit. Voilà. Il faut pouvoir passer partout, il faut pouvoir se faufiler partout, il faut avoir il faut être suffisamment petit pour pouvoir voilà être emporté sans difficulté par un coup de vent, par je sais pas, par une petite goutte d'eau, par voilà. Et d'un seul coup, ben voilà, je goûte une nouvelle terre. Je goûte et pendant un certain temps, je décide de cohabiter, de faire corps avec cette terre. Je deviens cette terre. Je sais que c'est momentané, mais momentané, c'est ouvert. Donc j'ai le temps. Je décide peut-être de rester 3 siècles au même endroit. En tout cas, cette partie de moi qui a rencontré cette terre-là. Et puis, voilà, donc on pourrait imaginer une sorte de corps subdivisé et envoyé à tout aux 4 points cardinaux, voilà, donc pour alors à ce moment-là avoir un voyage encore plus ouvert, encore plus prometteur. Donc je sais pas, je peux imaginer qu'une partie de moi va peut-être connaître une ascension, monter jusqu'aux couches les plus hautes du ciel, enfin jusqu'à la stratosphère, et finalement là commencer à tourner, voilà, tour du globe pour peut-être s'agglomérer et
à quelque chose, voilà, former une sorte d'union avec de la vapeur d'eau et ainsi, je sais pas, tomber quelque part dans l'océan ou ailleurs, ou je sais pas, dans le cône d'un volcan, un cratère d'un volcan, peu importe, on imagine ma matière, par ma matière, est indestructible, mais elle change de forme. Comme si on veut aller quelque part, quelquefois pour faciliter les choses, on change d'identité, on pourrait même changer de visage, là, à ce moment-là, pour résister, pour rester présent, pour rester vivant d'une certaine façon. Donc je dois encore une fois perdre de ma matière. Donc je passe des molécules à quelque chose de beaucoup plus réduit. À ce moment-là, je deviens une nanoparticule, je sais pas quoi, mais je survivrai. Donc, au bout d'un moment, je vais être arrivé peut-être jusqu'au cœur tourbillonnant, jusqu'au noyau central de la Terre, et peut-être à la faveur d'une remontée magmatique. C'est ça que l'on peut imaginer. Donc, alors on pourrait, d'une certaine façon, on pourrait dire à certains moments, quand on est dans un moment, comment dire, on pourrait dire, merci Dieu de m'avoir permis, d'une certaine façon, de pouvoir me divertir. Je me divertis avec les mots, avec les scénarios, avec tout ce qu'il y a. Et il y a beaucoup de choses en quantité. Et c'est vrai que, paradoxalement, et c'est là un peu le problème qui n'a pas de solution, c'est que, au début de notre vie, là, quand on avait besoin d'avoir de la parole, ben on n'en avait pas. Aujourd'hui, quand on est dans un autre stade, un peu en difficulté, un peu même sur la sortie, ben les paroles, je sais pas, je pourrais me mettre à chanter, je sais pas, à dire du bien de quelqu'un sans aucun problème. Je sais comment nourrir le narcissisme, l'ego de quelqu'un. Je sais ce qu'il faut dire, comment il faut le dire, à quel moment il faut le dire. Je peux mobiliser mes énergies pour ensorceler quelqu'un. Ça n'a jamais été difficile, mais c'est encore plus facile maintenant. D'ailleurs, je parle de moi à passer, et ce mois passé, malgré tout, il avait déjà la capacité, il m'étonnait quelquefois, j'étais étonné. Et c'est un peu, je cours derrière cet être que j'ai été, qui était quelquefois qui faisait preuve d'une certaine capacité. Voilà, je cours derrière, j'essaie de récupérer quelque chose de ce que j'ai été. Là, c'est en contradiction à ce que je viens de dire, à ce que j'avais dit auparavant, mais c'est parce que je n'ai pas, à part mes écrits, à part quelques enregistrements, j'ai pas réellement de souvenir de ce que j'ai été. J'avais l'impression, voici la chose, on a l'impression, c'est pas suffisant. On a l'impression d'avoir été capable de magnifier une personne comme il fallait. Au vu des résultats, j'ai des doutes. Peut-être je faisais trop confiance aux mots. Voilà, c'est ça mon problème. Et qu'en fait, il fallait laisser de côté les mots. C'est vrai c'est extraordinaire l'instant quand on a
quand on a copulé avec quelqu'un et à quel point on est capable. Ce n'est pas les confidences, là on n'est pas dans les confidences, on n'est pas dans l'image un peu archétypale de confidence sur l'oreiller, on est dans une sorte de production verbale très, très particulière. On sait comment placer les mots, comment, voilà, le temps qu'il faut, et on est là en même temps qu'on caresse qu'on caresse et qu'on parcourt le corps de l'autre avec ses mains, avec ses doigts, avec comme si en fait on effleurait le corps et sans vraiment, on sait que cet effleurement produit de l'effet. Il suffit de parcourir un peu les chines de quelqu'un, il suffit de pianoter presque légèrement pour entendre un peu les notes se mettre à, à, à jaillir, voilà. Dum, dadam, dum, dum, dadam, dum, dum, dadam, dum, dadam, dum, dum, dadam, dum, dum, dadam, dum, dum, dadam, 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 dadam. Là, je suis dans l'emballement, mais sinon, voilà, c'est ça le truc. Ah, c'est ça, on pourrait dire, il y a une chose qui dite dans mon pays de naissance, c'est l'hem qui est ou je sais pas quoi. Le fait, le désespoir fait rire, c'est ça, ou le désespoir fait sourire, ou fait rire même. Et il y a un côté un peu, je sais pas, on fait de l'humour là où en fait on devrait être en train de crier, d'appeler au secours. Attention, au secours, au secours, au secours. C'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et quoi, c'est quoi cette chanson? Ce n'est pas assez extraordinaire. C'était quoi le refrain? J'ai oublié. C'était pas assez formidable. En tout cas, je laisse tomber. Simplement, j'ai fait un joli voyage avec des gens qui évoquaient Deleuze, dont j'avais totalement oublié le nom, même le nom. Alors, parlons pas de la pensée. Mais en fait, j'ai toujours voulu appartenir aux années 50, aux années 60, pas du tout, pas vraiment aux années 70, pas du tout ce qui a suivi. J'aurais voulu appartenir aux années 50. Voilà, tout simplement. Voilà, ma raison d'être, c'est d'être dans la confrontation théorique, dans la bataille des idées, dans les oppositions, entre visions, voilà. Ça m'a fait. À un moment donné, j'avais fait de cette chose un peu une sorte de devise, voilà. Aron qui disait, il n'y avait plus d'amitié avec Sartre parce que on avait des désaccords politiques, idéologiques, etc. On n'était plus d'accord sur la vision du monde. Alors évidemment, Aron, donc un conservateur, et Sartre, un propagateur un peu d'une certaine forme de déréductabilité et je pourrais dire et de liberté en tout cas irréductible de la sorte de l'idée de la contestation. Contester, ne pas obéir, ne pas s'aligner, ne pas faire preuve d'adhésion facile, ne pas aller dans le sens de tout le monde, faire preuve d'une certaine singularité, exiger pour soi d'avoir une individualité, d'avoir voilà donc une existence à soi, évidemment.
C'est comme ça, l'existentialisme, d'une certaine façon, comme je suis en train de le dire, ça correspond sûrement pas à l'idée académique à propos de ce courant de pensée, mais c'est comme ça. Donc Deleuze, c'est vrai que comme si on était ramené en arrière, vraiment, à une époque où il y avait une fin une telle demande de concepts et d'explications et de théorisation et de validation, invalidation, d'inscription à chose, à inscrire dans un contexte ou pas, dans une structure, dans un phénomène, voilà, le désir de tout expliquer, le désir de tout comprendre, le désir finalement même de donner, d'obtenir les moyens, enfin de mettre en place les moyens de maîtriser l'instant et l'après-instant, maîtriser les choses dans la durée. Finalement, on mettait en avant le pouvoir de l'intellect, le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de l'illumination, le pouvoir je sais pas comment le dire après, donc pour ne pas arrêter avant, donc j'inclus des choses qui n'étaient pas indispensables, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la matière. Donc c'est ça le problème. Il y a des voyages qu'on entreprend, qu'on fait durer, parce que c'est ça où c'est le néant. Donc tant qu'à faire, le néant, c'est une chose qu'on ne peut pas supporter. Même si ça nous semble être un lieu prometteur. Mais c'est entre le fait de penser une chose et celui du devoir s'y conformer ou si donc là il y a quand même comme une distance. Donc c'est facile, le néant en tant que figure, en tant que concept, ça va. Mais le néant en tant que sensation physique, sensation mentale, c'est autre chose. Et voilà, pour combattre un peu le néant et l'envahissement du néant et quelque part la progression du néant, la progression finalement dans le sens et le rapprochement, le moment où la promesse qui nous a été faite va être concrétisée. On nous a fait la promesse d'une sorte de dématérialisation. Cela n'est plus très loin. Je me rappelle ce film que j'ai vu il y a très longtemps, donc qui me fait voyager évidemment dans un futur imaginé à l'époque, qui aujourd'hui pourrait ne pas sembler du tout convaincant, mais il y avait des jeunes, donc à l'âge de 30 ans, il y avait une sorte de dématérialisation. On appelait ça comment à l'époque désintégration. Voilà une chose qu'elle est intéressante. Donc voilà. Donc c'est la désintégration du moi. C'est ça un peu la chose que quelquefois, on aimerait voir.
se produire. Ce mois est tellement pesant, est tellement lourd, est tellement malaisé à supporter. On aimerait le mettre en morceaux, le déchirer, le réduire à néant. Voilà, le désintégrer. On a toujours, un peu comme pour symboliser le phénomène de désintégration, il y avait toujours un petit bout d'éléments, voilà, donc je sais pas ce que c'est comme substance qui reste, on pourrait dire ouais, aujourd'hui de la cendre, ou alors du sable, ou je sais pas quoi, un composé minéral en tout cas qui restait. Donc sinon, la vraie désintégration, c'est que la totalité des composants de l'être change de forme, change j'allais dire, de densité, je sais pas, ce qui était à l'état solide passerait à l'état gazeux et donc, en tout cas, deviendrait invisible. Donc il fallait, pour confirmer la transformation, il fallait quand même qu'il y ait un élément matériel. Or, la désintégration, c'est sortir du matériel. Donc, se désintégrer son moi pour ne plus devoir subir, de plus être gouverné par lui. Voilà, et on sait que ce n'est pas un bon gouverneur. Voilà, ça n'a jamais été voilà, un bon guide, ni un bon conseiller, ni un bon dirigeant, ni un bon directeur, ni de quoi que ce soit. Voici donc, j'arrive à la fin de ça, parce que je commence à être fatigué, donc je vais arrêter, je vais arriver à 1 heure, et simplement pour ne pas justement arrêter, donc je pourrais m'arrêter, mais il faut continuer, parce que un exercice n'arrive que parce qu'il y en a eu un de précédent. Donc c'est une sorte de succession. Faut pas rompre. Après, on a du problème, on a du mal à revenir. Donc, quitte à peut-être à ne pas être tout à fait performatif ou performant, on fait quand même si aujourd'hui, je trouve que ça peut aller par rapport à l'ancienne, à la précédente interprétation de ce thème du voyage immobile, carnet du voyage immobile. Là, je trouve que ça va. Mais j'ai pas traité de cette partie à laquelle j'avais pensé avant de commencer à parler. C'était, nous n'allons pas faire, nous n'allons pas voyager, nous n'allons pas célébrer, nous n'allons pas festoyer, je l'ai pas fait. Donc les jours qui s'en vont, qui passent, voilà, laissent derrière eux une série d'impossibles, voilà. Hier, c'était possible, aujourd'hui, en cet instant, ça ne l'est plus. Alors, dans cette course perdue contre la fabrication continue de l'impossible, voilà, les mots, voilà, servent au moins à mettre en place une empreinte à défaut de quelque chose de plus concret. C'est vrai, quand on fait des découvertes, on se contente d'une empreinte. Déjà, on est content de trouver une empreinte parce qu'on sait qu'on va pas trouver plus. Donc on trouve une empreinte et ça nous renseigne. C'est déjà la découverte du siècle. Et voilà, donc à défaut, pour essayer de ralentir, enfin de pas trop se laisser totalement absorber par je sais pas quoi, par la temporalité, par l'entropie, alors il y a ces mots, certes
Ça change rien au fond des choses, hein, à la situation telle qu'elle est. Mais c'est ça. Alors voilà, comme quelqu'un qui se fait battre comme pas possible par un fort, plus fort que lui, et qui ne trouve rien à dire, et dit c'était pas gentil, c'était pas gentil, c'était pas gentil. Ben ouais, ben ouais. On dit ça au ton parce qu'en fait, on veut pas faire de grands reproches parce qu'on pourrait recevoir d'autres coups. Alors, on reste un peu comme ça sur ce mode-là. On se plaint, mais voilà. Tu sais, j'accepte. J'accepte ta loi, j'accepte tes coups, j'accepte tout. Sauf que je trouve que c'est pas gentil. Ah, voilà. Donc j'arrête là puisque c'est 1 heure. Donc c'est bon. À bientôt donc dans un autre moment, un autre instant.